Bien, bonjour à tous. Bienvenue. Merci d'être là pour cette première conférence pour aujourd'hui avec un sujet, un beau sujet, deux sujets, peut-être même plus que deux sujets. En tout cas, le thème de la conférence, il est là, le retour de la vape indirecte et l'arrivée des sels de nicotine. Pour en parler, je voudrais vous présenter nos différents intervenants. Donc nous avons aujourd'hui Jean Moiroux qui est avec nous. Bienvenue Jean. Donc Jean, vous représentez The Foo aujourd'hui, juste là. À côté de vous, pas à côté de vous, pardon, mais il y a aussi Renaud Boissieu. Et vous représentez le laboratoire LIPS. Ok, et donc tous les deux, vous êtes là parce que vous êtes les premiers à avoir fait arriver, à lancer, on va dire, les sels de nicotine en France. Il y a également Sébastien Roux de Crivap qui est avec nous. Donc le Crivap, c'est le centre de recherche et d'innovation de la vape. Vous nous direz tout à l'heure précisément ce que c'est. Avec nous également Pascal Henriot, que vous connaissez mieux sous le nom de MD Pampan. Il est là, évidemment, reviewer, youtubeur. Et puis, aujourd'hui également, il y a Rémi Berthe qui est avec nous. Et Rémi, vous représentez Cumulus Vape, un site distributeur. Et pour animer cette conférence, vous le connaissez, c'est Sébastien Béziot. Bienvenue. Je vais vous laisser la parole. Une première question toute simple. Le premier mot, c'est le retour. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un retour de la vape indirecte? Sébastien. Merci Charlie. Donc du coup, voilà, le retour, ça fait un peu le retour du Jedi ou je ne sais pas quoi. Donc on aimerait bien savoir qu'est-ce qui revient, qu'est-ce que ça veut dire ce MTL. Moi, je propose de passer la parole à Pascal tout de suite, parce que Pascal, c'est un reviewer bien connu, très populaire dans le monde de la vape. Si, tu m'as dit de le faire, alors je le fais. Calme-toi. Non, mais on avait un contrat, donc je le fais. Donc, est-ce que tu peux essayer, en nous résumant les choses, mais nous expliquer pourquoi finalement on parle de retour, quand est-ce qu'est arrivé le MTL, est-ce qu'on est passé à autre chose, comment ça s'est passé et pourquoi on y revient aujourd'hui? Je te dirais qu'il n'y a pas d'arrivée du MTL. La toute première e-cig était une MTL. La toute première qui a été créée, c'était un tirage serré. On ne peut pas dire qu'elle est arrivée, c'est la première e-cig. Un T2, ou à l'époque, c'était un tirage serré. Et comme dans tous les domaines, comme dans la mode, c'est un éternel recommencement, la vape subit exactement les mêmes affres. C'est-à-dire qu'on va avoir des cycles au même titre qu'aujourd'hui on reparle du MTL. On a le bottom feeder qui existait déjà il y a 5 ans, qui aujourd'hui est vraiment hyper présent sur le marché de la vape et qui était déjà là. Donc c'est un retour, mais ce retour, comme on le dit, il est imbriqué avec les sels de nicotine. Et puis il y a un autre effet, c'est qu'avec le matériel très aérien à des valeurs très élevées en wattage, on arrive à une consommation qui commence à être élevée. Et l'argument économique qui était ça va vous coûter moins cher que la cigarette, ça me nuise, tout bêtement. Et du coup, sel de nicotine, tirage serré, on en vient à avoir son taux de nicotine et à moins consommer de liquide. Donc il y a aussi, le MTL, c'est aussi par un souci d'économie. Si vous êtes comme moi aujourd'hui à vaper, je vais un peu faire bondir certaines personnes. D'ailleurs, je suis un bon sujet d'étude, je vous le dis. Entre 30 et 60 ml par jour, eh ben, malheureusement, la cigarette me coûtait moins cher. Donc oui, le MTL et le sel de nicotine sont nécessaires dans ces cas-là. Est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène de vouloir absolument baisser le taux de nicotine qui a amené finalement différentes formes de vape? Non, le mot taux de nicotine n'est pas vraiment le but du sel de nicotine, entre guillemets. C'est juste que on peut vaper à 30 watts du sel de nicotine, d'oser aller à 10, parce qu'à 20, ça quand même, mais on va dire à 10. On ne peut pas vaper sur un atteau aérien du 10 mg de nicotine. C'est trop agressif. Il ne faut pas oublier que la nicotine, au-delà de la molécule, elle a un goût, et elle a un hit. Et ça permet aujourd'hui, avec le sel de nicotine, sans parler du MTL, de pouvoir vaper
des dosages élevés de nicotine sans avoir cette sensation d'agression, quoi. Donc voilà. D'accord, merci. Du coup, je rebondis là-dessus, sur cette question de taux. Tu m'as branché tout de suite là, sur la question, Rémi. Le taux de nicotine, ça reste un repère pour le consommateur. Qu'est-ce que tu as à en dire, toi, de ce repère? Est-ce que les consommateurs s'y retrouvent avec cette histoire de taux qui devient en plus de plus en plus floue avec cette question des sels de nicotine aussi? Alors oui, clairement, enfin, le taux de nicotine, c'est le repère, pour ne pas dire l'unique repère du consommateur final. Effectivement, il y a une confusion auprès de certains consommateurs sur le fait que l'expression du taux de nicotine est le même pour des sels de nicotine que pour une nicotine dite traditionnelle, telle qu'on la connaît depuis maintenant des années. On s'est retrouvés, nous, dans des cas de figure assez complexes de gens plus ou moins bien conseillés dans des réseaux de vape shop qui ont acheté des produits nicotinés, qui derrière se sont retrouvés à acheter des produits avec des sels de nicotine. Donc il y a aussi une vraie démocratisation du produit qui est en train de se faire. Il y a des formations qui doivent être faites auprès des professionnels. C'est un produit qui est assez difficile à vendre et de fait difficilement perceptible pour le client. Mais je rejoins parfaitement ce que disait Pascal il y a 2 minutes sur l'aspect économique de la chose. C'est un point très important. Nous, aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, l'argument premier des gens auxquels on peut poser la question et avoir la réponse, savoir quelle est votre démarche, pourquoi souhaitez-vous arrêter de fumer. L'aspect sanitaire, de par nos études internes, arrive en 2e position. Le premier argument est l'argument clairement financier. Donc sur ce point-là, effectivement, c'est en tout cas une très très bonne nouvelle et une bonne chose. Alors quand on parle de retour du MTL, moi ce que je comprends, c'est que c'est un retour à un taux de nicotine plus haut aussi. Est-ce que toi, tu as peut-être pas des chiffres, mais au moins un ressenti là-dessus depuis le temps que tu travailles dans le milieu? Est-ce qu'il y a un marché qui se modifie en termes de taux sur les liquides? Bien évidemment, enfin, là pour le coup, si on revient, je pense, 2 ans en arrière peut-être, ce qu'on appelle aujourd'hui le MTL avait disparu de nos rayons. Nos kits primo étaient axés avec une vape déjà aérienne, vendue avec des résistances en sebum. Enfin, des choses qui pour nous sont complètement aberrantes parce que nous défendons clairement le plaisir du goût et vaper dans des proportions complètement folles et pour nous complètement lunaire. Mais oui, et là aujourd'hui la proportion elle est considérable. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais la proportion, on va dire, de kits, de clyromiseurs et d'atomiseurs vendus sur du MTL doit être à de l'ordre de 30 à 35% de nos ventes. Très clairement, là où 2 ans en arrière, c'était pas compliqué, c'était quasiment zéro. On s'en félicite aujourd'hui avec des clyromiseurs, je ne sais pas si je peux citer des marques. Le Zénith d'Inokin, typiquement, est un vrai best-seller pour du kit primo accès MTL. Certains primo, après c'est encore un autre débat, mais certains primo-accédants aiment aussi la vape directe. Ils sont moins nombreux, mais clairement, il y a tout un tas de clyromiseurs et donc d'atomiseurs pour les profils plus évolués qui arrivent ensuite. Merci Rémi. Sébastien, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que tu fais au sein du CRIVAP et nous expliquer peut-être cette histoire de cinétique, de la nicotine, tirage serré. Pourquoi finalement avec un tirage serré on peut aller sur un taux de nicotine plus fort, de ce que je comprends? Alors Sébastien, oui, donc déjà CRIVAP, donc c'est un centre de recherche et d'innovation qui est vraiment dédié à la vape. Là c'est mieux? Oui. Donc je le répète, donc c'est un centre de recherche et d'innovation vraiment dédié à la vape. C'est un centre de recherche qui est indépendant et son but est expressément de produire de la donnée scientifique pour pouvoir nous aider à faire avancer la vape, à mieux la connaître, à mieux la maîtriser. Donc moi, je n'ai pas prétention de répondre complètement à ta question. Tout ce que je peux aujourd'hui considérer avec des faits, c'est que, en effet, un aérosol créé, plus la quantité est faible par rapport au gros nuage, meilleure est l'assimilation de la nicotine. Aujourd'hui, sortent des études, notamment des études françaises, sur le fait que la nicotine, la free nicotine, que nous connaissons tous, est assimilable par l'organisme en 2 minutes. Voilà. Donc intuitivement, c'est vrai que sur le sel de nicotine, on voit que cette pharmacocinétique, donc cette assimilation de la nicotine est beaucoup plus rapide et que les mécanismes ne semblent pas être identiques à ceux de la free nicotine. Voilà ce que l'on peut aujourd'hui dire. Après, le sel de nicotine, c'est un produit qui est assez nouveau. Ok, on parle qu'il est fabriqué à partir de free nicotine,
mais on a assez peu de données toxicologiques, et qui puisaient de données panel test, sans parler d'études cliniques, qui nous permettent vraiment de connaître parfaitement son mécanisme et de dire que c'est parfaitement ça. On va peut-être enchaîner du coup sur la question des sels de nicotine. Jean, je vais te laisser la parole. Et puis on te laissera la parole aussi, Renaud. Vous êtes les deux fabricants qui avaient lancé l'an dernier, il y a un an, je crois, les premiers sur le marché français, les sels de nicotine. J'imagine que vous ne lancez pas sur un produit comme ça à l'aveuglette. Est-ce que Jean, tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce produit, le sel de nicotine, la différence avec la nicotine que l'on connaissait jusqu'à présent, quel est son intérêt pour le consommateur? Donc le principe chimique derrière il faut que je rapproche. Le principe chimique derrière le sel de nicotine, c'est l'idée d'associer la molécule de nicotine qui est dite libre lorsqu'elle est purifiée, extraite de la plante et qu'on utilise traditionnellement dans le liquide, de l'associer à un acide organique pour changer son pH, pour changer sa nature et permettre d'offrir des produits qui soient adaptés à certains profils de vapoteurs et de fumeurs. Je ne suis pas encore assez près. Voilà, comment dire. L'intérêt, c'est d'avoir un produit qui puisse cibler spécifiquement des profils de vapoteurs ou de fumeurs qui ne trouvent pas leur satisfaction avec les produits traditionnels. L'idée, elle nous est arrivée de façon assez surprenante en essayant des produits qui venaient des États-Unis, en regardant un petit peu ce qui se passait sur le marché, et de se dire pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas ces stratégies de fabrication pour proposer des produits qui sont dans des bouteilles. À l'époque, c'était des produits qui étaient uniquement disponibles dans des cartouches pré-remplies. Et le fait de le proposer dans des bouteilles, dans une gamme qui corresponde aux spécificités du marché français, on s'est dit que ça irait particulièrement bien avec la logique de boutiques spécialisées et de conseils sur mesure, avec cette culture qu'on a vraiment en France et qui est très chouette. Et il a fallu se lancer à l'époque avec un sujet innovant dans un marché qui est concurrentiel. Et puis, voilà, en respectant notre philosophie sur la qualité, sur le recul aussi, faire des analyses, développer les produits, essayer de stabiliser les compositions et le projet industriel derrière. Je ne sais pas exactement, je crois qu'on a présenté pour la première fois les produits il y a à peu près 1 an et demi. Donc c'est déjà des gammes qui ont une certaine histoire sur le marché et on commence à avoir un recul, on progresse aussi, hein, c'est un sujet innovant. Mais quand on se rend compte de l'impact que ça a sur certains profils de fumeurs qui ne trouvaient pas leur satisfaction, qui n'avaient pas les clés de déclenchement de la défume avec les produits habituels, cet apport d'innovation et les spécificités comportementales qu'entraîne l'utilisation du produit produisent de très bons résultats. Ça nous donne confiance, le retour des clients, les succès, les histoires de succès, les témoignages, et ils sont très nombreux et c'est assez radical parce qu'on a aussi une certaine histoire sur le marché de la vape. On sait comment ça se passe avec les clients et on a des nouvelles stories, on a des nouveaux profils qui ne trouvaient pas le déclic avec les équipements habituels. Et ça se passe dans le cercle intime, c'est-à-dire que c'est souvent la famille, les employés, les amis des employés. Ça fait un petit peu tache d'huile, mais on a des fumeurs hardcore qui arrêtent avec ça. Alors c'est indéniable que les sels de nicotine sont arrivés sur le marché et ont été immédiatement très très visibles, immédiatement utilisés sur le marché, en boutique, avec des retours effectivement, comme tu le dis, consommateurs, des gens qu'on n'arrivait pas à décroter et qui, grâce aux sels de nicotine, arrivent à aller plus vite dans la défume. Donc ça, c'est une réalité. Ça a été à vitesse éclair. Renaud, si tu peux nous expliquer pourquoi vous allez lancer les sels de nicotine et nous expliquer un petit peu, toi, tu es responsable du laboratoire, donc chez Laboratoire Lips. Qu'est-ce que c'est que cette matière ? Oui, donc nous, on a vraiment développé les sels de nicotine pour répondre à, on va dire, une problématique du fumeur qui veut passer à la cigarette électronique, qui est son intolérance et son incapacité
à vaper des hauts taux de nicotine free. Vous le savez tous, quand on vape des taux qui sont au-dessus de 10, on a une irritation qui est tellement importante au niveau de la gorge qu'on n'arrive pas à vaper. Et grâce au sel de nicotine, même un fumeur qui a une gorge irritée arrive à inhaler du 20 mg. Ce qui lui permet, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pour qu'un fumeur passe à la vape, il a quand même besoin de la nicotine. C'est son meilleur ami pour pouvoir arrêter la cigarette. Donc, grâce au fait qu'il arrive à inhaler du 20 mg, l'absorption de la nicotine ne se fait plus au niveau de la gorge et des parois nasales, mais dans les poumons. Et dans les poumons, la surface d'absorption est tellement grande qu'au final, on a une sensation d'absorption plus rapide, et donc un sentiment de satiété plus rapide. Ce qui fait qu'on va arriver aussi, comme on disait tout à l'heure, avec les sels de nicotine, à une consommation moins importante de liquide, ce qui plaît aussi aux gens. Forcément, ça leur fait faire des économies, et ça les satisfait d'un point de vue nicotinique, en vue d'arrêter le tabac. Alors, c'est pas la même nicotine, donc ce que j'ai compris, c'est des sels de nicotine. Qu'est-ce que c'est exactement en fait? C'est quoi le principe? Comme a dit Jean, en fait, on utilise la nicotine qui a été purifiée et extraite d'une feuille de tabac, et dessus on va juste faire une action chimique avec un ajout d'un acide organique, juste pour influencer sa caractéristique qui est son pH, juste par une ionisation de la nicotine. Ce qui change un petit peu ses caractéristiques chimiques au niveau des passages, au niveau des différentes membranes qu'on peut avoir dans l'organisme. Mais c'est vraiment une chimie simple, c'est vraiment un retour, on va dire, à l'état naturel, parce qu'en fait, la nicotine dans la plante de tabac, elle est présente sous forme de sel. Donc en fait, c'est vraiment un retour de rétro-engineering sur la nicotine. Donc on peut dire que ça ne change rien pour le consommateur? On ne peut pas dire que ça ne change rien, ça va lui changer vraiment les propriétés, pas organoleptiques, mais d'absorption et d'assimilation de la nicotine. Mais d'un point de vue purement chimique, biologique, il n'y a pas énormément de différence. Je confirme, on n'en parle pas trop, et par le passé on n'en a pas trop parlé, ouais. Mais on a la même analyse sur le fonctionnement et la chimie. Sébastien, pour revenir à la question du MTL, on a bien compris que le sel de nicotine, a priori, c'est plus doux en gorge. Comment on aurait pu faire autrement pour réussir? Parce qu'on comprend bien que ça permet de passer des consommateurs sur un fort taux de nicotine. On a compris maintenant que passer à un fort taux de nicotine, de bien saturer les gens en nicotine, c'est ce qui aidait vraiment à oublier la clope. Il y a les sels de nicotine qui arrivent comme solution. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre pour faire en sorte que l'on puisse, je ne sais pas, au niveau du tirage, au niveau des résistances, parce que là, on a quand même un marché qui réagit très très vite sur le produit et qui semble être un succès. Alors Sébastien, je n'ai pas vraiment de réponse. Par contre, en effet, le constat est celui-ci. Ce produit fonctionne très bien pour des personnes qui ont un besoin spécifique, qui ont besoin en fort taux de nicotine. Alors, est-ce que c'est un effet TPD? Je ne sais pas. En tout cas, en effet, ça fonctionne. Le sel de nicotine est un produit qui semble être beaucoup plus doux à l'assimilation, à taux de nicotine équivalent. Je ne sais pas si on peut les comparer, mais en tout cas, si on a que cet indicateur-là, il y a en effet un gap. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un produit qui est extrêmement nouveau. Comme vous le précisiez, c'est de la chimie, c'est de la free nicotine sur lequel on vient greffer un acide, quel que soit son titre, c'est un greffage, c'est un équilibre chimique. On modifie l'acidité. Effectivement, moi, je dis simplement qu'il faut aborder ce sujet-là avec toutes les précautions. Si c'est une superbe solution pour demain, il faut l'approuver. Simplement, il faut donner des billes au législateur pour qu'il ne ferme pas la porte sans avoir eu connaissance pleinement du sujet. Jacques Le Ouezec voudrait prendre la parole quelques instants. Je ne sais pas si on va lui donner la parole. On lui laisse ou pas le micro? Allez, on va lui laisser. Tiens. Oui, bonjour. Je voudrais juste remettre... remettre un petit peu les pendules à l'heure sur les sels de nicotine.
suis pas du tout d'accord avec l'idée que les sels de nicotine sont absorbés plus rapidement. Pour moi, ce qui est clair, c'est que le fait d'abaisser le pH de la nicotine la rend moins agressive en gorge. Hein, c'est ça le principal effet. L'absorption de la nicotine base quand on vape, c'est pas seulement la bouche et le nez, c'est principalement les poumons. Et ce qui se passe avec les sels de nicotine, c'est exactement ce qui se passe avec la cigarette blonde. Pourquoi la cigarette blonde est beaucoup plus facile à inhaler? Pourquoi les jeunes commencent de plus en plus tôt? Parce que le pH est de l'ordre de 5 à 6, exactement comme les sels de nicotine. Une fois que la nicotine est arrivée dans les poumons, il y a une substance tampon au niveau des poumons. Et que la nicotine arrive sous forme de base ou sous forme de sel, elle est immédiatement mise à pH physiologique. Donc je ne crois absolument pas en une absorption plus rapide. Simplement, les gens ayant moins peur, puisque ça ne va pas les irriter, font des bouffées plus efficaces et avec un taux de nicotine qui est élevé. En fait, et pour moi, c'est ça la différence. Le HEAT agit comme une sorte de barrière à l'inhalation, et le fait de ne plus l'avoir change le comportement du vapoteur, qui trouvera plus de satisfaction. Et par ailleurs, quand on fait un vrai travail d'initiation de fumeur, on lui apprend d'abord à vaper. Et les gens qui ont du mal à vaper du 18, en 5 minutes, moi je les convertis et je leur fais vaper du 18. Il faut simplement leur apprendre à vaper. Il faut qu'ils prennent une très grosse bouffée. Et c'est tout l'intérêt du retour du bouche-poumon, de l'inhalation indirecte, c'est qu'il y a une phase temporaire où on se remplit la bouche. Et là, merci la glycérine, c'est elle qui va faciliter l'inhalation. Et il y a un point sur lequel je voulais dire un mot, c'est sur les vapofumeurs. Je trouve que c'est un outil fantastique pour sortir totalement les vapofumeurs du tabac, notamment avec un setup complémentaire. Donc là, c'est une discussion un peu technique qui concerne les boutiques spécialisées, mais l'idée de vendre un équipement complémentaire, un petit setup, un format avec un pod, une petite cigarette ou une capsule pré-remplie, permet de se substituer de façon idéale aux 3 ou 4 dernières cigarettes qui restent dans la journée. Parce qu'on va stimuler la curiosité du vapofumeur qui est déjà potentiellement installé sur un setup habituel, par exemple un iStick Pico avec un Zénith dont tu parlais, et du 12, disons. Mais pour remplacer spécifiquement les dernières cigarettes, il va y avoir une curiosité qui est suscitée par la nouveauté scientifique et chimique, une curiosité qui est suscitée par un équipement qui est agréable à utiliser, qui est compact, qui est visiblement complémentaire, et au niveau de son comportement, il va y avoir l'adoption d'un remplacement de la cigarette. Donc le vapofumeur devient un vapoteur avec un système compact en complément. Donc on garde le dual user, mais on change la pratique et on crée un vapoteur et un ex-fumeur. Et je pense que c'est une extrêmement bonne stratégie aujourd'hui, sachant que les vapofumeurs sont une population à laquelle il faut prêter attention et il faut adapter les pratiques, les compétences et l'approche à cette population spécifique. Je suis d'accord avec toi. Le problème du vapofumeur, c'est simplement qu'il ne trouve pas son compte en termes de nicotine. Je suis désolé, mais un liquide limité à en dessous de 20 mg ne peut pas satisfaire quelqu'un qui est au-dessus d'un paquet de cigarettes. Et donc, il faut trouver des stratégies. Moi, j'utilise aussi en boutique la stratégie de rajouter un patch à côté du 18 mg pour aller chercher la nicotine que la personne ne pourra pas prendre dans sa vape. Mais effectivement, les sels de nicotine peuvent aussi être une solution. Pour moi, les sels de nicotine sont avant tout l'outil idéal pour les fumeurs qui ont une gorge tellement abîmée que c'est impossible d'aller au-delà de 12. Ces gens-là, tu peux faire ce que tu veux, tu peux leur apprendre à vaper, ils n'y arriveront pas. Les gens qui ont une BPCO, les gens qui ont un tabagisme très ancien avec une gorge très très irritée, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Et donc là, pour moi, c'est là la première utilisation des sels de nicotine. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a d'autres utilisations, dont effectivement éliminer les dernières cigarettes. Pour rebondir sur ce qui est en train d'être dit, avec le point de vue d'un distributeur, et donc on va dire le dernier maillon de la chaîne que je me dois de représenter ici, ce que je vois être quelque chose de très intéressant, c'est la dédiabolisation déjà de la nicotine qui est faite au sein de la vape depuis des mois et des années, parce qu'il y a 2-3 ans de ça, dans la quasi-totalité
des shops. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais le discours était le même. C'était il faut absolument réussir à réduire votre taux de nicotine. Votre objectif est d'arriver à 0. Bon. C'est un long sujet, je sais que Jacques, tu n'es pas tout à fait en phase avec ça, je ne le suis pas non plus, je te rassure. Il y a un travail plutôt très intéressant qui a été fait de la part des fabricants ayant travaillé sur les sels de nicotine. On est encore très loin d'une connaissance parfaite du sujet auprès du réseau de distribution finale, parce qu'énormément de responsables de shop ne savent pas de quoi on parle, n'ont pas encore totalement compris le sujet. Je vais être transparent, je ne le maîtrise pas parfaitement non plus. Donc il y a une petite incompréhension. Néanmoins, le mot nicotine n'est absolument plus aujourd'hui un gros mot. Il n'y a plus de vulgarité à parler de nicotine et au sein des shops, on peut conseiller, donc je dis on, je mets tout le monde évidemment là dans toute la profession, on peut en parler beaucoup plus aisément et orienter le client vers le bon setup parce que ce que tu évoques sur les vapofumeurs, enfin les gens dans de la défume, pour reprendre tes mots Sébastien, sont des gens que tu vois potentiellement sur des formations, tu as un contact client final, mais ce qu'il faut garder à l'esprit aussi pour vous messieurs fabricants, c'est qu'il faut que le message passe absolument auprès du responsable de shop puisque c'est lui votre relais sur place. Et si lui n'a pas les bons arguments, n'a pas les bonnes méthodes et ne sait pas parfaitement de quoi il parle parce qu'il est mal informé, parce qu'il n'a pas le temps de s'informer, toute la problématique vient de là et aujourd'hui on voit effectivement beaucoup plus de clients repartir avec des jolis petits setups, qu'on soit sur des petits pods ou des choses un peu plus évoluées avec des liquides qui leur correspondent beaucoup plus. Qu'il y a un certain temps où on pouvait voir des papis de 70 ans, ça m'est arrivé sur le shop en ligne, c'est très compliqué de conseiller, mais repartir avec un kit d'une marque chinoise dont je tairai le nom, avec des résistances en 0,20 pluguées dessus par défaut, qui est une aberration totale. Donc n'oubliez pas ceux qui sont aussi à la fin et communiquer de la meilleure des façons possibles auprès des responsables de shop parce qu'ils ont besoin d'avoir l'information sur comment vendre ce produit-là, comment conseiller le client, qui n'est pas adapté d'ailleurs à tout le monde, hein, c'est une solution mais ce n'est pas la solution, de vraiment être capable d'expliquer ça aux restos de shop qui ont vraiment besoin de ces informations-là parce qu'aujourd'hui, pour parler avec bon nombre d'entre eux, il y a encore un flou réel à ce niveau-là. Je suis totalement d'accord. De toute façon, le sujet est récent. Le marché et les consommateurs se rendent compte de l'efficacité et du potentiel de ce produit. Comme disait Sébastien, il faut aussi améliorer la connaissance sur le sujet. Il faut les diffuser, ces connaissances. Nous, on a choisi, par exemple, une clé d'entrée assez simple, c'est de rentrer par les profils. Donc, je parlais des vapofumeurs. Il n'y a pas que les vapofumeurs, il y a aussi les gros fumeurs avec la gorge irritée. Il y a aussi les gens qui sont concernés par la compacité de leur équipement. En boutique physique, je pense que tous ceux qui ont une boutique qui connaissent le sujet, c'est-à-dire qu'ils veulent un tout petit équipement, mais ils ont besoin d'un gros, ou en tout cas de quelque chose de plus gros, et par défaut, on est obligé de leur vendre. Et des problèmes de manipulation. Voilà, quelque chose de sous-dimensionné. Avec les sels de nicotine, on peut déjà conférer plus d'efficacité à un équipement compact et ne pas laisser ces profils-là repartir sur la cigarette. Donc l'idée, en tout cas, je pense que la bonne approche, c'est de ne pas présenter les produits au sel de nicotine comme une révolution dans les schémas de vente. Ça ne sert à rien parce qu'il y a déjà des compétences et des habitudes qui fonctionnent. iStick, Zenith, 12 mg, ça va marcher pour beaucoup. Par contre, en complément, avec l'expertise qui va avec, ça resserre les mailles du filet, ça bouge des trous dans la raquette. Et je pense qu'une boutique passionnée se doit de développer les expertises qui conviennent pour s'adapter le mieux possible en fonction des innovations à tous les profils de fumeurs ou de vapofumeurs. Donc Tout à fait d'accord avec toi, je relèverais juste un peu le taux de nicotine. 12, c'est un peu juste. Vous avez en 40, on pourrait, ça serait encore mieux. Vous avez une réflexion tous les deux sur le lancement des produits qui a été le liquide avec les sels de nicotine, mais aussi le matériel. Parce que ça, c'est très important. On ne va pas des sels de nicotine sur n'importe quel type de matériel, on est d'accord. Le retour du MTL ne se fait pas que par le Zénith. Le Zénith est un produit génial et c'est marrant, on avait Phil Boussardeau le samedi qui est venu et c'est lui qui signe avec Dimitris les boîtes de Zénith. C'est marrant que ces experts qui sont réputés, qui sont connus, se soient intéressés au sujet et recentrent le débat. Ça, c'est les tendances sur le marché américain, ça les a énervés. Ils se sont dit il faut revenir aux fondamentaux et c'est très bien. Mais il n'y a pas que les cliromiseurs avec des mèches qui se changent, il y a les pod système qui sont intéressants, qui sont compacts, il y en a plein sur le salon. Et vous avez abordé la question avec le Codopod et des cartouches pré-remplies, puis la gamme de sel en bouteille. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. L'offre est bien. Les boutiques sont en train de développer une expertise de niche sur le domaine des pods. Je pense que c'est une tendance qui va se poursuivre en 2019.
Et je pense qu'on va arriver à sniper des profils qui étaient difficiles de gros fumeurs, de vapofumeurs. Et je pense que ça se verra dans les chiffres. Et là, on va commencer à pouvoir parler avec les pouvoirs publics. Pascal, toi, quelles sont les remontées consommateurs sur cette question? Tiens, nicotine, tiens, celle de nicotine. Quelles sont les questions que se posent les gens? En shop, c'est assez... Il faut comprendre que aujourd'hui, on est entre professionnels, on travaille dans la vape et que le consommateur n'a pas le nombre d'informations qu'on a. Et il y a beaucoup de confusion auprès des gens qui veulent arrêter de fumer. Et très souvent, quand je dis « vous voulez un liquide arôme tabac », on me dit « non, surtout pas de tabac ». Alors je dis « mais vous cherchez quoi? C'est le tabac ou la nicotine ?» Et en fait, souvent, le mot tabac est associé à la nicotine. Donc il y a encore une grosse confusion auprès des consommateurs. Malgré qu'effectivement, de notre côté à nous, il y a une dédiabolisation de la nicotine, il est encore bien présent dans l'intellect de la plupart de nos clients que le danger, c'est la nicotine. La plupart des boutiques vous le diront. Très souvent, vous avez des gens qui arrivent qui disent « je veux arrêter de fumer, je veux du zéro nicotine ». Alors vous leur dites « mais c'est pas possible ». Ah si, mais moi, mon but, c'est d'arrêter de fumer parce que pour eux, voilà, c'est la nicotine, le danger, c'est la nicotine. Quant aujourd'hui au pod, regardez, aujourd'hui, on est entre professionnels. Regardez le nombre de pros de la vape, de geeks de la vape, qui ont sur eux un pod. Des gens qui vont vaper comme moi sur des gros matos, très souvent, ont sur eux un petit setup, un petit pod avec un liquide hautement dosé. Et c'est affolant parce que j'en ai vu plein aujourd'hui dans des grandes marques avoir un petit pod sur eux pour avoir leur dose de nicotine. Moi, il m'arrive d'avoir des pods, c'est assez rare. Alors, excusez-moi la TPD, mais souvent c'est pour le train, par exemple. Voilà. Pour avoir une petite vape, avoir ma dose de nicotine sans déranger le voisin, ça se voit à peine. Donc, aujourd'hui, le sel de nicotine, le MTL, le pod, c'est lié en fait. Il n'y a pas de hasard. Parce que je ne vois pas, même si le sel de nicotine est moins violent, je ne vois pas l'intérêt de mettre un 20 mg dans un setup à 60 watts. Je pourrais arracher, quoi. Alors déjà, ce serait peut-être violent, et puis ensuite de quoi? Le sel de nicotine a cette particularité d'être doux gustativement. Le client en boutique, quand il tire sur sa première vape, en général, il tousse, il me regarde avec des yeux effarés en me disant « mais qu'est-ce qui se passe? Je fume un paquet et demi par jour. » Voilà. Et 90% des gens toussent. Alors, c'est compliqué de leur dire « ah, mais là, ce que je vous ai fait essayer, c'est du 3. On va passer en 12. » Ah, ils disent « ah, mais en 12, je vais mourir. » quoi. Et là, le sel de nicotine intervient juste derrière. On dit « bon, j'ai quelque chose de plus doux. Vous aurez le même taux de nicotine, mais gustativement. » Et on parle que gustativement. On parle même pas de chimie. Gustativement, vous verrez, vous aurez votre dose de nicotine et ce sera plus facile. Voilà, je vous ai séché, je suis désolé. Non, mais, merci. Non, moi, je fais un lâcher de micro ou pas? Quand tu dis c'est dans le train que tu utilises un petit système, c'est tu vas pas rouler dans Paris avec un semi-remorque, tu vois. Tu roules en smart. Justement, est-ce que ces petits systèmes, on parlait de démocratisation vraiment dans le public, enfin dans le grand public de la vape, est-ce que ces petits systèmes simples d'utilisation, efficaces, contribuent justement à développer encore la vape auprès du grand public? C'était un petit peu dans l'idée aussi en termes de marketing. Il y a toujours la volonté instinctive d'avoir un équipement discret, cette petite honte d'avoir un comportement visible et identifiable. Le fait de rendre des petits systèmes efficaces, c'est génial. C'est génial. Et puis, nos histoires, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se croise dans les Vape Expo, on a regardé la petite vidéo hier soir, on a vu le chemin parcouru. Nos histoires, elles sont inspirantes sur notre vision qu'on a du marché et de l'industrie. Et le fait que beaucoup de professionnels utilisent ces systèmes montre que il y a peut-être besoin de moins consommer de liquide, tout simplement. Et d'un point de vue sanitaire, il y a aussi une question intéressante à se poser parce qu'on stigmatise les arômes souvent comme un des composants du liquide qu'on connaît le moins. Le fait d'inhaler 5 à 10 fois moins d'e-liquide par jour en apportant une dose similaire de nicotine,
est-ce que c'est pas finalement, dans l'absolu, meilleur pour la santé des gens? Je pense qu'il va y avoir de très chouettes choses qui vont être étudiées et écrites dans les années à venir sur le sujet. Et je suis content de voir aussi que l'industrie, elle se regarde et elle innove, et que les thèmes des conférences, c'est jamais les mêmes. Et tous les ans, on parle de sujets nouveaux et on les creuse. Et ceux dont on ne parle plus, c'est parce qu'on en a fait le tour et on les a compris et ils font partie de nos pratiques et de notre ADN. Et c'est chouette. Et je pense qu'on va se retrouver encore, je l'espère, les années qui viennent, avec des sujets de plus en plus pointus au bénéfice des fumeurs et de la santé publique. C'est vrai qu'on a ce mouvement, moi je l'ai vécu personnellement, hein, de vaper quasiment 10 millilitres par jour. Alors je ne suis pas à 50-60, et où j'ai le besoin, moi, au bureau, de vaper moins parce que j'ai des gens autour de moi, etc. Puis j'en ai marre d'avoir toujours le biberon aux lèvres, et j'ai divisé par 4. Alors, en me disant, bon, les sels de nicotine, qu'est-ce que c'est? Alors on se connaît, on en a discuté, etc. Qu'est-ce que c'est? Peut-être des incertitudes, mais je me suis projeté aussi 5 ans avant, en me disant, mais qu'est-ce que c'était que la vape? Je pense, Jacques, tu peux nous le confirmer. On a le tabac, les gens qui ont la gorge défoncée par le tabac, et puis on a la vape avec la nicotine, les sels de nicotine, où il y a des tas de choses à expérimenter, à connaître, à savoir. Moi, ce que je me dis, c'est j'ai divisé par 4. Je consomme à peu près en valeur absolue la même chose en nicotine. Par contre, je consomme 4 fois moins d'arômes, 4 fois moins de PG, 4 fois moins de VG. Je n'ai pas plus de certitude sur tout ça. Qu'est-ce que tu... Oui, je suis tout à fait d'accord, et c'est exactement le point qu'a soulevé hier Farsalinos, et avec lequel je suis parfaitement en adéquation. Il vaut mieux bien vaper et moins vaper, donc être bien dosé. L'avantage des sels et des pods, c'est aussi pour les gens justement au travail, ceux surtout qui n'ont pas la possibilité de vaper sur leur lieu de travail et qui ne peuvent vaper que sur des courtes pauses. Et c'est clair qu'avec un pod, ils vont obtenir leur nicotine plus rapidement parce qu'ils vont pouvoir être bien dosés sur un court laps de temps. Et c'est là toute l'absurdité de la directive européenne qui nous bloque à 20 mg par millilitre, alors qu'on voit aux États-Unis le succès de la Juul, qui est un pod comme un autre, sauf que là-bas, le liquide nicotiné, il est à 50 mg par millilitre. Et c'est ça qui fait son succès. Quand Juul va venir en Europe et va être limitée à 20 mg, elle ne fera pas mieux que n'importe quel autre pod. Et c'est sur ce plan-là qu'il faut continuer à se battre et faire comprendre aux autorités que cette barrière des 20 mg est totalement absurde et ne nous permet pas d'aider tous les fumeurs. Alors justement, c'est très bien le taux de nicotine et l'exemple de la marque américaine dont tu parles. Est-ce que, peut-être Sébastien ou Jacques, je ne sais pas, est-ce que le matériel en lui-même agit aussi sur la délivrance de nicotine? C'est-à-dire un matériel qui chauffe pas bien, ou je ne sais pas. Est-ce que le matériel en lui-même joue aussi sur le fait que ça délivre bien les 20 mg si je suis à 20 mg? Parce qu'il y a le liquide, ok, il est dosé à 20 mg, et puis il y a aussi comment il est chauffé, comment il remonte, etc. Alors, globalement, les pods fonctionnent avec des résistances relativement élevées. Il y a deux raisons à ça. Il y a une raison, on va dire, sanitaire, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas. Pour moi, je ne vois pas pourquoi les sels de nicotine vapés à 50 watts pourraient produire plus de substances toxiques que la nicotine base. Mais c'est surtout aussi qu'on a des systèmes, comme le dit Jean, qui sont faits pour être discrets, donc petite autonomie. Et donc, si on met des résistances trop basses, simplement ce système de pod ne fonctionne plus. S'il faut le recharger toutes les 2 heures, voilà, le principe de ce petit pod, c'est d'être vraiment autonome. Je le conseille aussi, par exemple, aux gens qui sont dans une phase de défume, qui ont commencé à réduire leur nicotine et qui sortent en soirée, où on sait que, avec un petit verre d'alcool, etc., l'appel de la cigarette, il est d'autant plus facile qu'il y a des fumeurs autour, et que c'est un bon moyen en soirée de partir avec quelque chose qui va tenir toute la soirée et qui va permettre de s'auto-titrer en nicotine un peu plus fortement pour résister à l'envie de fumer. C'est vrai, Jacques, je te rejoins sur le fait que l'autonomie, c'est en effet un très bon élément.
donc une résistance assez haute, associée avec une puissance modérée, dira-t-on. Et puis également, il y a eu une grosse innovation sur tout ce qui est apport du liquide au niveau de la résistance, tout ce qui est, on voit dans les pots de très belles céramiques qui restituent plus précisément peut-être le liquide et la flavor à la résistance, qui permet une vaporisation peut-être plus complète et performante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui des pods extrêmement performants en termes à la fois de quantité d'aérosol, donc derrière de délivrance constante de nicotine. Et également, ce qui est intéressant avec ces outils-là, c'est qu'au terme de X-Puff, on garde cette caractéristique de performance. Ça, c'est extrêmement nouveau par rapport au matériel de l'époque. Donc c'est vrai que ça avance vraiment dans le bon sens. Des fois, je me dis que si on avait eu à l'époque le matériel qu'on a aujourd'hui, on serait allé tellement vite. Je sais pas, vous imaginez jamais moi, je me dis qu'on aurait surtout certainement l'autorisation de vaper dans les bureaux. Et ça serait énorme, vraiment, parce que moi j'arrive à vaper sans faire aucune vapeur, quoi. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça aurait pu changer les choses, quoi. On va passer peut-être au public. Une dernière question pour toi, Rémi. On a compris que en gros, on augmente le MTL, les sels de nicotine, etc. On augmente la dose de nicotine et donc on se rassasie plus vite. On a parlé de quantité de liquide vapé. Comment ont pris les commerçants, ça, en se disant quelque part, je vais peut-être vendre 3 fois, 4 fois moins de liquide? Est-ce qu'il y a eu des résistances? Ou est-ce que, comment le marché a pris ça, puisque finalement, ça a pris de toute façon? Je vais pas parler au nom de tout le marché, parce que j'ai pas la prétention d'avoir l'avis de tout le monde. Je vais te donner mon avis et celui des gens que je représente, c'est-à-dire un réseau de 200-250 boutiques qui nous font aussi confiance derrière. C'est une réponse aussi à d'autres typologies de produits vendus, que peuvent être le do-it-yourself ou des liquides en grand format. Donc quelque part sur l'aspect purement économique, puisque c'est ta question, il n'y a pas de crainte particulière. Il n'y a pas de crainte particulière, c'est un produit qui est adapté. Certes, la consommation sera moindre, mais derrière, il n'y a pas cette problématique-là. La question ne se pose pas. Il y a aussi une vraie volonté de par le réseau de distribution de bien faire son travail, d'apporter des produits et d'apporter des solutions. Donc une des solutions, non pas la solution. C'est une nouvelle solution. Donc elle a été accueillie avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. Parfois peut-être même un petit peu trop, parce qu'effectivement, on se félicite de tous ces nouveaux matériels, de ces nouvelles choses. Moi, le premier, au sein de notre catalogue produit, si je dis pas de bêtises, il y a un peu plus d'un an de ça, j'avais pas un seul pod. Où il y a 1 an, 2 ans, il y avait 1 ou 2 pods qui ont tenté d'arriver en France. Ça a fait un flop gigantesque. Un peu l'exemple de la bottom feeder que tu évoquais tout à l'heure, qui était très marginal. Aujourd'hui, on a une catégorie à part entière où on se doit de refuser des pods tous les jours que les marques nous proposent tellement on en a. Donc il y a des bons produits, il y a un effet de mode. Donc il faut aussi tempérer un petit peu tout ça. Voir un petit peu comment les choses vont prendre dans le temps, parce que c'est très frais. Là, on en parle, vous en parlez tous avec beaucoup de maturité. Moi, d'un point de vue purement commercial, économique, j'ai des clients, j'ai des primo-vapoteurs, j'ai des clients, au sein de mon équipe, les exemples étaient bons, j'ai au sein de mon équipe des gens sur des gros et beaux setups, mais qui ont leur petit pod dans la poche et qui sont très contents de l'avoir de façon discrète lorsqu'ils sont à un mariage. Alors non, on ne va pas dans les trains puisque c'est interdit, mais dans certains moments, dans des réunions de bureau ou des choses comme ça, ils essaient de le faire. La question, moi j'entends le même discours de partout, quoi que vous fassiez, c'est-à-dire de faire des choses pour les fumeurs. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de redynamisation un petit peu du marché? C'est-à-dire que, ok, il y a un marché, on peut développer de 2 façons. Un marché, c'est vendre plus à ses propres clients. Bon, bah ça, ok. Ou alors, on peut aller chercher des parts de marché. Est-ce que ces outils-là deviennent vraiment un levier pour les commerçants et aller chercher des gens qui ne s'arrivaient pas à trouver avant? Alors, je pense vraiment qu'il n'y a pas un seul secteur d'activité ou un seul commerçant dans la rue qui ne rêve pas d'avoir une population, une clientèle plus large pour vendre ses produits. Oui, effectivement, ça répond à certains profils, peut-être pas forcément des nouveaux, mais ça répond aussi à tout un tas de profils qui ont essayé nos produits, les produits que nous commercialisons il y a quelques années de ça, pour lesquels ça n'a pas marché, qui reviennent aujourd'hui, qui font la démarche de revenir parce qu'ils voient que la vape évolue, qu'ils voient que les produits évoluent, que les solutions évoluent, et justement peuvent aujourd'hui peut-être trouver ce produit qui leur correspond mieux, là où les produits d'époque qui leur étaient proposés n'étaient pas en phase avec leur profil de fumeur. Toi, Jacques, qui est très souvent en boutique, ton côté terrain des choses, je parle de ce que je sais, est-ce qu'il y a ce phénomène, moi j'entends ce phénomène de gens qui avaient testé la vape,
et qui avaient un peu abandonné et qui maintenant y reviennent plus facilement. Juste avant ton intervention, Jacques, je fais une aparté. Il y a un point très important qui va compléter, avant que tu fasses ta réponse. Il y a l'évolution technologique, elle est indéniable. Au-delà des produits et du consommable, techniquement, les produits ne sont pas parfaits, les fabricants ici le savent, on va tous en tant que commerçants leur rappeler. Néanmoins, il y a un travail considérable qui a été fait. On est sur des produits qui tiennent bien mieux la route, qui sont beaucoup plus fiables en termes d'autonomie, toutes ces choses-là. Donc c'est clairement aussi un des éléments de réponse à la question à laquelle tu vas pouvoir répondre. Tout à fait. Et il y a quelque chose qui est très marquant, justement, c'est que, alors là, ça commence un petit peu à baisser un peu, mais je vais dire un an en arrière, et puis l'année qui vient, disons à peu près un an en arrière, on a eu beaucoup de gens qui avaient tenté l'aventure en 2014, 2015, 2016, qui étaient principalement sur de l'Ego et du T2 ou du BVC, etc., qui se plaignaient des fuites, etc. Et les box sont arrivés. Ça a été vraiment une petite révolution parce que justement, si on avait des problèmes de fuite, c'est tout simplement la perte de puissance de la batterie qui faisait qu'il n'y avait plus suffisamment d'énergie pour vaporiser correctement le liquide. Donc, et on a vu aussi, donc on a vu ces gens revenir, on a vu ces gens adhérer et ne plus avoir cette barrière de « oh, c'est gros », parce qu'autour d'eux, il y avait des gens qui étaient passés à la vape sur ces systèmes-là et ils se sont rendus compte que ça fonctionnait. Et quand vous avez un collègue au bureau qui était un gros fumeur et puis que vous voyez que du jour au lendemain, il fume plus de cigarettes, il a acheté un truc, c'est quoi ce machin, etc. Il y a eu cet effet-là. Et pour les boutiques, c'est exactement le principe de fonctionnement. C'est-à-dire, tu parlais d'accroître son nombre de clients, parce qu'effectivement, une boutique, elle va aussi perdre des clients. Hein. Certains parce qu'ils retournent à la cigarette, d'autres parce qu'ils vont passer au die et qu'ils vont aller directement commander sur Internet, ils ne viendront plus en boutique se fournir. Donc il y a sans arrêt besoin de recruter des nouveaux fumeurs. Ça va, il y a un pool de 14 millions, donc il y a de quoi faire. Mais bien évidemment qu'un client satisfait, un client qu'on a réussi à faire arrêter de fumer, va vous ramener du monde autour. Que ce soit parce que les gens le voient et se disent « oh, là », ou que ce soit lui qui passe le message. Hein. Ça, c'est très important. Et effectivement, l'amélioration du matériel a grandement aidé. C'est beaucoup plus facile quand on est en boutique maintenant d'être quasi certain de faire arrêter quelqu'un de fumer. Sans même parler des aspects marketing, où aujourd'hui on a des marques au marketing exceptionnelles, on se retrouve avec des choses en vitrine, on peut prendre, on parle de pod, on peut parler de n'importe quel setup, on le prend aujourd'hui, on le pose fièrement sur une table, c'est beau, aujourd'hui, il y a des objets qui sont vraiment très beaux et que les gens affichent fièrement et n'essayent plus de cacher cette vieille égo-tank qu'on a tous probablement eu fut un temps, qui était relativement hideuse. Aujourd'hui, voilà, c'est un objet, donc ça aide aussi au retour de gens qui étaient insatisfaits par le passé parce que, mine de rien, on est vendeur, on est commerçant, enfin je suis commerçant et donc on se doit d'être sexy dans notre discours et dans les produits que nous proposons. Et ne pas oublier qu'un fumeur, il n'arrête pas forcément du premier coup, qu'il a besoin d'étapes, qu'il y a une période de maturation et qu'à un moment donné, il fait un essai, mais la motivation n'est peut-être pas au top. Il va retourner à la cigarette à un moment où il va rester vapofumeur, puis un jour, il y aura le déclic. Voilà. Ça peut être à cause du matériel ou ça peut être simplement son propre parcours de fumeur. On a peut-être plein de questions dans le public, peut-être, Charlie. on va voir justement des questions dans le public, des commentaires, des réactions. Pas de questions sur ce sujet. Monsieur ? Oui, bonjour, Patrick Favrel, donc consultant en réduction des risques et pas que sur le tabac. Je me réjouis d'une première chose qui est une déstigmatisation de la nicotine. Être clair, au niveau du grand public, on est loin du compte, mais il y a vraiment des pas en avant qui ont été faits. Alors, moi, j'étais vraiment intéressé par les selles de nicotine parce que, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube qui étaient là et je me disais quand même que avoir un tout petit matériel et pouvoir simplement
tirer quelques taffes telles quelles sur 2 ou 3 heures, c'était vraiment une bonne chose. Je vous ramène quand même une chose qui vient du public et des consommateurs. Je vois au niveau de mon entourage, ma femme, sa belle-fille, etc., une tante et tout ça, se plaignent des vapoteurs. Pourquoi? Parce qu'il faut nettoyer les vitres beaucoup plus souvent. Je déconne pas. Et il y a vraiment là-dessus, donc tous les vapoteurs qui étaient, je veux dire, quand on discute entre nous, on dit putain, fait chier. Ouais. Alors, ici, le problème qui se pose, c'est sur les sels de nicotine. Je veux dire, bon, entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qu'on nous offre en France, c'est vraiment bullshit, quoi. Je veux dire, 20 mg de nicotine est une stupidité absolue. Et j'aimerais pour une fois qu'on relance la balle sur une chose qui est Big Pharma. Parce que les 20 mg de nicotine, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là simplement sur un niveau des patchs, à peu de choses près. Je veux dire, bon. Donc ça, c'est aussi une bataille qui est vraiment à entamer. Je crois aussi, c'est mon point de vue, que le sel de nicotine, et ce n'est pas du tout une niche, a un gros potentiel auprès de vapoteurs qui en ont peut-être marre de faire et du die et de vapoter toute la journée. Vraiment, c'est un marché absolu et félicitations pour ceux qui l'ont initié. Je vais juste reprendre la parole avant d'attaquer dans le lourd, c'est-à-dire Big Pharma, la TPD et tout. Tous les possesseurs de shop vous diront qu'on a une consommation de Glacex et de sopalin qui est énorme. Et je pense que si aujourd'hui, sur ce salon, il y a des fabricants qui veulent mettre vape sur leur sopalin et vape sur le Glacex, ils peuvent se faire de l'argent. Maintenant, on peut attaquer Big Pharma. Juste pour... c'est un point extrêmement fondamental pour les gens en boutique, hein. Mais... Et pour nous aussi au bureau, pour le coup, parce qu'on a beaucoup de dépôts sur les vitres. On a trouvé un produit anti-buée. Je ne pensais pas qu'on allait en arriver là. Le prochain prix de l'innovation va m'expo. C'est un sujet de niche, mais important finalement. On a trouvé un produit anti-buée qu'on applique sur les vitres. On gagne à peu près 2 mois entre les nettoyages. J'ai cru que tu allais dire 2 heures. Alors l'année prochaine, on fera une conférence PQ et sopalin. Ne rigole pas, Sébastien. Tu sais que c'est un vrai débat auprès des vapoteurs. Pour nettoyer ces atos, le papier toilette ou le sopalin, quelle est la meilleure solution? Ça dépend, parce qu'avec le papier toilette, tu fais des petits brouillons qui sont plus pratiques qu'avec le sopalin. On va peut-être attaquer les 20 mg Big Pharma, je ne sais pas. Là, pour le coup, 20 mg Big Pharma, on va laisser les professionnels. Je pense que dans ce camp-là, parce qu'on a quand même un docteur qui est là, donc voilà. Donc on lui passe peut-être la parole. Pour le coup, les 20 mg, on en souffre beaucoup, on l'a dit. C'est une limitation arbitraire qui a été posée à une époque où les produits et leur potentiel étaient encore sous-estimés, méconnus. Et ça nous impacte toujours aujourd'hui. Le Big Pharma, le seul moyen d'aller au-delà aujourd'hui du 20 mg par millilitre, c'est l'AMM. Il n'y a pas d'autre moyen. J'imagine qu'il y a des dossiers qui ont été soumis, c'est sûr. De toute façon, l'opportunité est trop grande. Combien d'années est-ce que ça mettra à arriver sur les linéaires des pharmacies? Avec quel statut? Je ne sais pas. Mais il est certain que dans les années à venir, peut-être dans 5 ans, on aura des produits qui ont plus de nicotine. Sauf si on arrive à faire évoluer la position du législateur sur le sujet. Et je pense que ce n'est pas un combat qui est forcément perdu. Et là, je pense c'est là où on a besoin de recherche. On a besoin de recherche et d'innovation, bien évidemment, sur les sels de nicotine, mieux les comprendre, savoir toutes les choses qu'on ne sait pas encore sur les sels de nicotine, entre autres tout ce qui touche à la pharmacocinétique, mais bien évidemment aussi des études de population, en comparant des populations où l'accès à une nicotine plus élevée existe par rapport à l'Europe. Et démontrer clairement le besoin en nicotine des fumeurs et faire sauter cette barrière du 20 mg par millilitre qui est totalement ridicule et qui ne veut rien dire et qui empêche de faire un boulot encore plus parfait en boutique. On a fait 1 heure. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être?
pas d'autres commentaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Désolé de m'être introduit dans non, la c'est très bien, conférence, c'était parfait. Et puis on vous retrouve tout à l'heure à 14h, donc c'est la prochaine conférence. À 14h, on va parler des besoins de formation dans les métiers de la VAP. Et Jacques sera là notamment, mais il n'y aura pas que lui. Donc soyez au rendez-vous.